qu'est-ce qu'une corruption? Tout ce qui est répréhensible est corruption. Parce que ce qui ne va pas dans l'ordre des choses fait de la corruption. Le proxénétisme, prendre des hommes et des femmes qu'on domine, les obliger à pratiquer le plus vieux métier du monde sur des tarifs, c'est une corruption. Parce que si vous n'aviez pas cet ascendant sur eux, vous ne pourrez pas le faire. Vous le faites soit de manière soft, soit de manière dure, parce qu'on a vu des proxénètes qui sont véritablement des tyrans. Il y a aussi des formes de corruption qui sont une forme d'assujettissement. Je parlais du talibé, du marabout. Ici au Sénégal, certains talibés par rapport à le marabout sont pratiquement en état d'esclavage. Alors que le marabout n'est peut-être pas demandeur. Oui. Alors que le marabout ne demande pas peut-être autant. Non, le problème, ce n'est pas simplement de l'argent ou autre, mais le marabout le demande tellement que ces talibés se donnent corps et âme au marabout. Au détriment même de leur propre famille, de leur propre vie, etc. Bon, ils peuvent trouver leur bonheur là-dedans, c'est possible, mais en tout cas, la forme n'est pas loin de la corruption. Alors, tant d'autres formes, parce que je voulais simplement que les gens comprennent que on corrompt partout et par tous les moyens. Voilà ce que je voulais dire dans l'article. Et demander à ce que maintenant, que pour mettre fin à la corruption, c'est vraiment de l'hystérie, de l'hérésie plutôt, ce n'est pas possible. La corruption est consubstantielle à la vie humaine. Ça a commencé depuis Adam et Ève, si on remonte plus loin en se fondant sur l'histoire de la théologie. Adam et Ève étaient au paradis. Dieu leur a interdit de toucher à un certain arbre. Satan est venu corrompre Eva pour lui dire que, tu voyez, cet arbre-là, en fait, c'est l'arbre du savoir, du pouvoir. Il ne veut pas que vous le touchiez pour que vous ne deveniez pas comme lui. Donc, vous voyez, il l'a trompé. En fait, la corruption, c'est une forme de tromperie. Eva a entraîné Adam, qui est son mari, et ils ont touché à l'arbre. Dieu, dans sa fureur, les avait plus ou moins absous, plus ou moins condamné. Et quand Adam a fait pénitence, a fait amende honorable, Dieu lui a pardonné. Et quand Dieu lui a pardonné, il lui a dit, je vais vous pardonner, mais vous allez descendre sur terre, faire pénitence. Quant à toi, Satan, le corrupteur, je t'attends. Je te réserve le châtiment. Donc, moi je parle de cette comment dirais-je, description pour me dire, en fait, c'est la même forme qu'on devrait adopter au niveau de nos pays pour amoindrir la corruption. Parce qu'on ne peut pas l'éliminer, ce n'est pas possible, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce que l'on peut faire, c'est trouver des moyens de faire en sorte que la corruption devienne quelque chose de négligeable. Comment? En quoi faisant? En mettant l'accent sur le corrupteur à punir. Et cela ne peut être fait qu'avec la collaboration du corrompu. Il faut que le corrompu ait le courage ou accepte de dénoncer le corrupteur. Preuve à l'appui, n'est-ce pas? Pour que, moyennant de modus operandi qu'il faudra peut-être inventer, eh bien, on puisse prendre le corrupteur et le punir selon les règles qui seront édictées. Si cela est fait, je termine rapidement, si cela est fait, à mon avis, on aura même peur de corrompre. Parce que quelqu'un qui voudrait corrompre va se dire, est-ce que je ne serai pas dénoncé? Donc déjà, il y a ce petit frein qui va plus ou moins l'amener à être très prudent dans son action de corruption. Et cela est quelque chose de très important. Le corrupteur corrompt parce qu'il se sent impuni. Ils savent que les corrompus ne le dénonceront jamais. Mais si on arrive à inverser la tendance à ce que le corrompu dénonce le corrupteur, preuve à l'appui, moi je pense qu'on aura fait un très grand pas pour amoindrir un peu
la force de la corruption au niveau de nos sociétés. Ok, donc la corruption, on ne peut pas l'éradiquer, mais il faut la gérer. C'est justement ce que vous Voilà, dites. Alors, c'est ça. Mon avis, c'est qu'on ne peut pas l'éradiquer. alors, dans certaines situations, c'est le corrompu qui crée la situation de corruption. Parce que, bon, vous devez aller dans l'administration faire un papier dont vous avez besoin d'urgence, mais l'agent qui vous reçoit, il peut vous le faire dans le temps, en temps et en heure, mais il vous fait balader, il prend du temps. Ouais. Dans l'intention de vous pousser à mettre quelque chose, et quand vous lui glissez quelques billets, c'est qu'il vous fait le travail qu'il devait faire sans être payé. Ouais. Dans ce cas, c'est le corrompu qu'il faut punir. Non, dans votre exemple, je vais vous retourner la manœuvre. Oui. L'agent d'administration qui vous demande de l'argent pour faire un service qu'il doit faire normalement, pour lequel il est payé normalement, il veut de l'argent. Vous qui acceptez de lui donner de l'argent, il faudrait que vous puissiez prouver que vous avez donné de l'argent à cet agent-là sur sa demande pour faire le travail que vous lui avez demandé. Vous voyez, ça retourne un peu à la dénonciation dont je parlais tantôt. Oui. Donc, si vous arrivez à le faire, Oui. une fois, deux fois, et que par effet de multiplicateur, beaucoup de gens qui le font, mais les gens ne demanderont plus d'argent aux personnes qui viendront leur demander des services normaux qu'ils sont censés faire dans les règles de l'art. Parce que chacun aura peur, on se dit, si je lui demande l'argent, il va le dire demain. Il va le dire demain. Donc, ainsi de suite, c'est un peu ce qui sauve un peu la société occidentale. Ici au Sénégal, on a la culture du masla, c'est-à-dire du sutura, cette sorte de pudeur, de retenue, qui fait que quand les gens sont victimes, ils ne le disent pas. Ils préfèrent souffrir en silence, supporter, laisser passer. En Europe, il n'y a pas de secret. Vous demandez quelque chose à quelqu'un, il vous le donne, après il va vous dénoncer. C'est comme ça que ça se passe. Et de fil en aiguille, bon, cette dénonciation, vous savez, les gens sont là pour enquêter, hein, et ils vont comprendre qu'effectivement, au départ, vous allez dire non, c'est pas vrai, vous allez démentir, mais au fil du temps, la vérité va commencer à apparaître. À partir du moment où le monsieur la personne qui vous a donné de l'argent, à qui vous avez donné de l'argent, vous a dénoncé, vous êtes déjà plus ou moins, j'allais dire, ciblé et suivi. Donc l'un dans l'autre, vous êtes sur vos gardes. Et comme un secret finit toujours par se faire savoir, eh bien, on saura qu'effectivement, vous avez cherché à le corrompre, ou bien vous l'avez corrompu, donc vous êtes quelqu'un qui n'est pas recommandable, donc on va vous enlever, parce que la suspicion est pire que le suspens. Vous voyez? Alors, quand on vous suspecte de faire quelque chose, vous devenez une personne qui n'est pas très, très fréquentable. Et donc, c'est déjà un grand pas vers l'élimination de cette corruption-là. Parce que l'agent qui demande l'argent pour un service, mais c'est parce qu'il a grandi dans le moule, il a vu la pratique qui se fait, et par rapport à ça, comme je le disais tantôt, il n'est pas une arme forte pour faire résister à la tentation du cadeau. Et il se dit, bon voilà, je peux trouver quelque chose pour mes petits besoins. Ça, c'est des petites corruptions. C'est des corruptions de rien du tout. 1000 francs, 2000 francs, c'est pas rien, c'est pas... Moi, les grosses corruptions sont celles qui méritent d'être bien suivies. Vous allez dans des entreprises où, pour avoir un marché, il faut donner 10%, 5-15%, ça dépend. Donc, il y a des personnes qu'on appelle monsieur 15%, monsieur 10%. Alors, ça, c'est des corruptions institutionnalisées que beaucoup savent. Et pourtant, tout le monde ferme les yeux. Vous savez, il y a des réalités qu'on doit regarder en face. Dans notre pays, ce n'est pas possible que quelqu'un qui commence à travailler en moins de 10 ans puisse avoir un immeuble 4 étages, 5 étages et une voiture 4. C'est des choses qui ça ne passe pas. Donc forcément, il y a des actes répréhensibles qu'on n'a pas pu déceler. Un grand auteur italien qui avait écrit un livre, Le Parrain, Mario Puzo, il s'appelle. Il a dit que le secret des grandes fortunes,
sans cause apparente, est toujours un crime resté impuni parce que proprement exécuté. Et qu'est-ce qu'il appelle crime? Les assassinats autres, c'est bien, mais d'autres crimes, la corruption, le trafic d'influence, tout acte répréhensible. La raison, parce que, vous savez, on crie au voleur quand on vous prend. Mais tant qu'on ne vous prend pas, vous n'êtes pas voleur. Pourtant, en votre âme intérieure, vous savez que vous êtes un voleur. Parce que quand vous demandez 15% à un monsieur pour un marché, personne ne vous a vu, mais Dieu vous a vu, et votre conscience vous dit que vous êtes en train de prendre de l'argent illicite, qui n'a rien à voir avec l'objet du travail demandé ou bien du service demandé. Alors, c'est comme ça que les gens se meuvent dans la corruption. Et à tous les niveaux, même pour avoir des postes de responsabilité, il faut faire des formes de corruption. Il y en a qui vont juste voir là, une autre forme de corruption que je peux vous donner tout de suite en illustration. Quelqu'un qui veut être nommé à un poste de responsabilité. Il y en a qui ne se gênent pas d'aller voir le marabout, le grand marabout qui est quelque part, et venir leur poser leur doléance. Le marabout attend le responsable qui va venir, soit le DG, vient le bonjour, ça va, moi c'est mon talibé là, il faut lui donner. Est-ce que ça marche souvent? Voilà. Ce qu'on a dit. Donc vous savez, encore une fois, moi je me dis que il ne faut pas essayer d'éradiquer la corruption, ce n'est pas possible. Mais on doit pouvoir la réduire à sa plus simple expression. Alors, vous avez tantôt parlé de marché avec les entreprises qui font des affaires. Bon, cela m'amène peut-être à vous parler de l'affaire Gadjo. L'affaire? L'affaire Gadjo, Cheikh Tidiane Gadjo, dont on dit qu'il a été le courtier dans la cession d'un marché à une entreprise chinoise. Est-ce que dans ce cas, on n'est pas dans le cas du lobbying qui est reconnu comme activité normale, ou bien c'est plutôt de la corruption comme le prétendent les Américains? Exact. Vous avez très bien donné un bel exemple. En fait, le problème de Gadjo, qu'on le dise ou pas, en Afrique, c'est une corruption. Mais dans les grands pays européens, occidentaux, c'est du lobbying. Oui, voilà. C'est du lobbying. Qui est légalisé. Parce qu'eux, ils ont leur terme à eux. Tant que ça les arrange, ils l'embellissent, ça devient un beau nom, lobbying, c'est plus soft. C'est même prestigieux. C'est même prestigieux chez eux. Et c'est pire, parce que c'est des centaines de milliards, de millions qui n'ont rien à voir avec nos petites monnaies. Donc vous voyez, je vais vous dire encore que la corruption est le consubstantiel à l'humaine personne. À tous les niveaux. Maintenant, ce sont les degrés qui varient. Voyez-vous, on voit la petite corruption africaine, mais on ne voit pas la grande corruption européenne. Voyez-vous, même pour venir à Dakar, s'installer, quand Total devait prendre toutes les stations au niveau de l'autoroute, ça ne s'est pas fait sans... Des dessous de table. Pot de vin. Voilà. Donc, on ne peut pas le dire. Voyez-vous, moi, je me dis simplement que, à partir du moment où la pratique est là, la seule voie de salut, à mon avis, c'est de l'édulcorer. En quoi faisant? En encourageant le corrompu à dénoncer. Quelqu'un qui vient corrompre quelqu'un, je donne un exemple pratique. Vous venez voir quelqu'un, vous lui dites, voilà, je vous donne 5 millions, vous me donnez le marché de temps. Il me dit, moi, je peux vous donner ça à condition que vous fassiez un engagement écrit. Parce que vous, là, quand on vous donne le marché, généralement, vous oubliez. Il faut m'écrire que vous allez me donner le marché. Si vous donnez 5 millions, je vous donne le marché. OK. Il prend sa feuille, il garde. Dès que le marché passe, il va avoir un code de contrôle. Voilà, monsieur a acheté à me corrompre, il a écrit noir sur blanc qui va me donner 5 millions. Voyez-vous? Alors, c'est des petites choses qui, faites une fois, dissuadent beaucoup de personnes. Voyez-vous? Alors, si on le fait une fois, mais vous allez voir, au bout d'un temps, personne ne sera plus corrompre. On va même avoir peur de donner. Parce qu'on va se dire, est-ce qu'il ne va pas prendre ça comme de la corruption? Donc, on va arriver au niveau où sont actuellement les pays développés, qui, quoi qu'on dise, ne sont pas aussi de grands modèles de droiture entre nous. Soyons sérieux, moi je n'ai pas honte d'être africain, ils sont pires dans certains faits.
ils corrompent le gouvernement, ils corrompent c'est incroyable. Incroyable. On fait acheter au Mali, un pays qui n'a ni mer, ni rien, ni marine, un sous-marin nucléaire. Vous l'avez vu dans le net. Le Mali a acheté un sous-marin nucléaire d'occasion. Pour en faire quoi? Pour le conduire où? Voilà des questions qu'il faut se poser. Que va faire le Mali avec un sous-marin nucléaire? Qui a accepté ce marché? Point d'interrogation. Et tant d'autres, on ne peut pas tout lister, mon cher. Alors, est-ce qu'on pourrait dire également que le fait que certains illuminés enrôlent autour d'eux des jeunes pour faire du djihad, c'est aussi une forme de corruption? Au Nigeria, par exemple, au Nord Mali. Oui, tout à fait. C'est une forme de corruption. Vous savez, la corruption, elle est tellement multiforme qu'il est très difficile de trouver une définition unique et partagée. Alors, je vous parle d'un cas. Vous allez à l'hôpital nuitamment rencontrer un médecin parce que votre enfant a eu une crise. Vous arrivez, vous réveillez le médecin à 3 h du matin, il se montre ouvert, disposé, il s'occupe bien de votre enfant. Après, quand vous finissez, vous lui tendez, je ne sais pas, 5-10 000 francs. Après qu'il a fini de faire les soins, tout est OK. Donc, vous étiez marqué par son dévouement, sa disponibilité, que vous lui tendez 10 000 francs. Qu'est-ce qu'on doit dire de ça? Est-ce une corruption? Parce que le geste s'est fait a posteriori, pas avant que vous ayez demandé les soins. Est-ce une corruption? Voilà, ça c'est une forme, c'est une facette de la culture africaine. Le cadeau fait partie de la culture africaine. Sans corruption, généralement, quand on est satisfait de quelqu'un, on lui fait un cadeau qui n'a rien à voir avec, par exemple, le travail qu'il a fait. Mais, comme on dit, généralement, quand on donne de bon cœur, ceux qui ne savent pas comment ça s'est passé ont tendance à l'assimiler à de la corruption. Elle peut être assimilée comme une forme de corruption, en ce sens que, à partir de ce moment, la personne deviendra votre obligé. Pour une prochaine fois. Voilà. Donc on l'a préparé psychologiquement. C'est là où la frontière est tenue entre la corruption et le cadeau. Voyez-vous, donner à quelqu'un qui vous a rendu un service intéressant, lui donner un cadeau, peut induire une forme d'assujettissement qui ne dit pas son nom.